L'affaire Obono, Valeurs Actuelles, a occupé la scène médiatico-politique depuis une dizaine de jours. Mais c'est tout à fait normal. Enfin, réfléchissons. Madame Obono, députée LREM d'origine africaine, se fait attaquer par Valeurs Actuelles, attaque extrêmement douce puisque Madame Obono était utilisée dans le cadre d'une fiction et il n'y avait rien de très méchant là-dedans. Mais enfin, toucher à Madame Obono, icône de LREM, d'origine africaine de son État, c'était un crime impardonnable, insupportable. Il fallait tuer Valeurs Actuelles. Et la classe politico-médiatique s'est mise en branle. Monsieur Macron a appelé Madame Obono pour lui signifier son soutien. Véritablement, toute la classe politico-médiatique est entrée dans une transe obonique. Oui, évidemment, lorsque, pendant le mois d'août, une jeune Lyonnaise est assassinée par des chances pour la France, tout ça n'est tout de même pas très grave. Là, ce n'est pas un crime. Le crime, c'est d'attaquer Obono. Non, cette jeune Lyonnaise qui a subi la mort, une mort épouvantable, ce n'était qu'une incivilité. C'est Macronor, Terminator, Covidor qui l'a dit. S'il l'a dit, il faut le croire. Incivilité à Lyon, meurtre d'une jeune fille, incivilité, sujet clos, passons à autre chose. Et autre chose, c'était le crime impardonnable fait contre Madame Obono. Alors, j'ai voulu analyser la puissante pensée de Madame Obono en partant de 3 déclarations qu'elle a faites, simplement, et en les mettant en perspective. Première déclaration, Madame Obono, députée de son État, payée par nos impôts et qui utilise son salaire pour avoir une vie très confortable, Madame Obono ne sait pas, ne veut pas, n'a pas envie de dire « Vive la France ». Manifestement, elle n'aime pas la France. Si elle ne veut pas dire « Vive la France », cela veut sans doute dire qu'elle voudrait que la France meure. Deuxième considération, si Madame Obono n'a pas envie de dire « Vive la France », elle pleurniche récemment en disant qu'elle a mal à sa France. Donc, elle n'aime pas la France, mais elle a une passion pour sa France. Oui, mais sa France, c'est quoi? Nous voulons savoir. Et là, troisième observation, Madame Obono dit qu'elle a une grande admiration pour une, oui je dirais le mot, pour une folle du Parti des indigènes de la République, je ne citerai pas son nom, qui a soutenu M. Mera, l'ignoble assassin de Français adultes ou enfants de confession juive. Madame Obono ose soutenir cette dinguette. Et là, nous nous disons que la pensée puissante de Madame Obono, qui s'enchaîne mécaniquement, elle ne veut pas dire « Vive la France », mais elle a mal à sa France et elle soutient une femme qui a une haine absolument recuite pour la France au point d'accepter l'assassinat ignoble de Français adultes ou enfants, eh bien, nous pouvons nous dire que Madame Obono représente tout de même objectivement, en tant que députée, un danger pour la France. Et nous ne pouvons que remercier Valeurs Actuelles d'avoir créé cette extraordinaire polémique qui a permis de montrer aux Français ce qu'étaient les propres turpitudes de Madame Obono. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Christian Estrosi, un des dirigeants du parti Les Républicains, vient de faire des déclarations ébouriffantes à des journalistes disant qu'il fallait que les Républicains passent un accord avec Emmanuel Macron pour 2022. Nous devons remercier M. Christian Estrosi de dire les choses explicitement, c'est-à-dire que la France a succombé sous les 2 pièges tendus par Giscard d'abord, puis Mitterrand ensuite. Le piège giscardien était très simple.
Il s'agissait de tuer le parti conservateur de l'époque, axé sur toutes les valeurs traditionnelles, pour faire très simple, pour faire une sorte de parti consensus mou, axé sur le mondialisme, l'européisme, le libéralisme, le libertarisme et tous les mots en isme possibles et imaginables. C'était le consensus mou des 2 Français sur 3, chers à Giscard d'Estaing, qui évidemment excluait toute idée conservatrice qui était par définition clivante. Eh bien, petit à petit, le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains ont accepté ce diktat et finalement Estrosi conclut en signant l'arrêt de mort des Républicains. Oui, les Républicains finalement doivent passer un accord avec Macron-Nord, sachant qu'Emmanuel Macron en fait est un héritier de Giscard d'Estaing si l'on regarde les choses dans le détail. Estrosi explicite également le second piège, alors là très connu, c'est le fameux piège Mitterrand, qui a consisté à faire monter en puissance le Front National en le diabolisant au maximum, ce qui permettait d'interdire toute alliance avec ce parti diabolique avec lequel il était impossible de faire une alliance. Et cela a parfaitement fonctionné. Et Estrosi, d'ailleurs, l'accepte, puisqu'il n'envisage pas une seconde une alliance autre que celle que le Parti des Républicains pourrait signer avec Emmanuel Macron. Ces 2 pièges mortels ont conduit purement et simplement la France conservatrice à perdre toute voix, toute représentativité, ce qui veut dire que les partis UDF, RPR, UMP et LR sont véritablement parmi les artisans des fossoyeurs de la France. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Le grand sujet des éoliennes revient une nouvelle fois sur le tapis. Nous parlons des éoliennes depuis des années et des années, nous en parlons en ce moment et nous en reparlerons dans l'avenir tant le sujet est répétitif. Alors, le psychodrame de la semaine, c'est le problème de Béziers. Nous avons un petit village aux portes de Béziers, petit village de plus de 1000 habitants, et le maire de ce village a accepté l'implantation de 4 éoliennes, des mâts géants qui seront vus sur des distances incalculables, sur des dizaines de kilomètres à la ronde, et cela aux portes de Béziers. Le maire du petit village a donc accepté ces éoliennes, mais les élus de Béziers, eux, les refusent obstinément. Alors, je voudrais faire 3 observations sur ce problème des éoliennes. Première observation, est-il normal que le maire d'un petit village accepte dans son coin 4 éoliennes géantes qui vont perturber à l'évidence tout le paysage, éoliennes qui ne vont rien apporter à la collectivité, mais qui vont enrichir simplement les propriétaires des terrains sur lesquels seront posées ces éoliennes. C'est une vraie question. Est-ce qu'il est normal que l'enrichissement de quelques-uns nuise à la collectivité tout entière? Deuxième observation, il y a actuellement partout en France des problèmes entre les habitants des régions concernées et les éoliennes et leurs projets d'implantation. C'est un problème général qui couvre la totalité du territoire et il est impensable d'imaginer une seconde que pourra perdurer longtemps un système qui enrichit quelques-uns, qui fait le profit et le gros profit de quelques-uns au détriment de la collectivité tout entière qui n'y trouve absolument pas son compte sur aucun sujet. En tous les cas, nous savons désormais de façon scientifique que les éoliennes ne servent à rien, perturbent considérablement toute la région sur le plan de la beauté des sites et en plus de ça,
est un système totalement anti-écologique, puisque la construction des éoliennes est totalement anti-écologique, que leur destruction est aussi également totalement anti-écologique. Ça, c'était la deuxième observation. Troisième observation, eh bien, finalement, la troisième observation consiste à reprendre la formulation de Robert Ménard. Manifestement, depuis des années et des années, le lobby des éoliennes, nous pourrions peut-être parler du gang des éoliennes ou de la mafia des éoliennes, emporte toutes les victoires puisque les mâts continuent à s'implanter partout. Et Robert Ménard, avec son franc-parler habituel, constate qu'il n'y a rien à faire contre ce système et dit simplement « il n'y a qu'une chose à faire, c'est à faire péter les éoliennes par des bombes ». Voilà un moyen assez brutal, mais qui peut peut-être réveiller un tout petit peu les consciences. Alors, que veut dire Robert Ménard quand il emploie cette expression? Eh bien, il explique simplement que lorsque tous les moyens sont tentés pour faire reconnaître le bon droit des Français, des habitants des régions, que tous ces moyens sont tentés et que l'échec est systématiquement au rendez-vous pour toutes les actions tentées contre ces éoliennes, il n'y a plus qu'une solution pour se faire entendre, eh bien c'est de faire sauter une bombe. Et c'est le cas de le dire, une bombe, ça fait beaucoup de bruit. Donc la conclusion est logique, à bon entendeur, salut. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Monsieur Dupond-Moretti, notre sémillant nouveau ministre de la Justice, ex-avocat de son État, vient de faire des déclarations ébouriffantes à des journalistes à propos du problème central de l'insécurité en France aujourd'hui. Qu'a dit notre bon ministre? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il était avocat. Bon, les avocats, tout de même, pratiquent assez souvent une forme de contre-vérité, ou même de mensonge, disons-le carrément, ce qui peut aider pour gagner des procès. Donc, la profession d'avocat, au demeurant fort estimable, est une profession qui sait malheureusement pratiquer parfois le mensonge. Cela fait partie de ses gènes. Maintenant, M. Dupond-Moretti est ministre, alors il doit normalement abandonner sa profession d'avocat, ne plus jamais mentir et dire les choses comme elles sont. Et là, nous tombons des nues quand nous l'écoutons parler. Qu'a dit notre bon ministre aux journalistes qui l'interrogeaient? Premièrement, et ça c'est important, il n'y a en France qu'un sentiment d'insécurité manipulé par l'opposition dans un sens populiste. Un sentiment d'insécurité. Dupond-Moretti, de qui te moques-tu? Je vais rafraîchir ta mémoire qui ressemble à celle d'un petit moineau. En l'an 1950, il y a eu 600 000 actes délictueux déclarés. 600 000. En 1980, ce chiffre est passé à 2 600 000. Belle évolution tout de même. Mais en 2019, ces 2 600 000 sont devenus un petit 4 millions. 4 millions d'actes délictueux en France en 2019. Or, les analyses les plus scientifiques montrent que l'État ment effrontément, et d'ailleurs Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, l'a dit publiquement à la télévision. Les chiffres sont honteusement trafiqués pour évidemment calmer le peuple. En réalité, les actes délictueux en France sont aujourd'hui de l'ordre de 12 millions par an. Alors ça, pour un sentiment d'insécurité Dupond-Moretti, tu repasseras et je t'en remercie. Deuxième énormité. Deuxième gros mensonge, tu oses dire que chez les mineurs, depuis 10 ans, il n'y a absolument pas eu d'évolution des actes délictueux et que l'on est dans une grande stabilité. Eh bien moi je te le dis, Dupond-Moretti, c'est une stabilité explosive. Je vais simplement te donner un chiffre. En 1950, les actes délictueux dans les établissements de l'éducation nationale
était proche de zéro. Aujourd'hui, ils sont d'environ 100 000 déclarés, mais probablement 4 ou 5 fois supérieurs, car dans les établissements de l'éducation nationale, on ne déclare pas les actes délictueux. C'est un véritable désastre. Et tu oses dire que chez les mineurs, il n'y a pas d'évolution des actes délictueux. De qui te moques-tu? Est-ce qu'à l'intérieur des établissements de l'éducation nationale, ceux qui mettent le bazar sont des seniors de 70 voire 90 ans? De qui te moques-tu? Si tu mens, mens intelligemment, s'il te plaît. Troisième énormité. Alors celle-là, elle est spectaculaire. La France n'est pas un coupe-gorge. Mais là, il ne fallait pas employer ce mot. Essaye de trouver des mots plus intelligents, Dupond-Moretti. Si tu lisais Le Figaro, journal qui n'est pas populiste, journal assez politiquement correct, certes classé à droite, mais l'est-il vraiment? C'est un autre débat. Le Figaro, il y a quelques mois, indiquait qu'en 2019, il y avait eu plus de 40 000 agressions au couteau en France. 40 000 agressions au couteau. La France est véritablement un coupe-gorge. Tu ne peux pas dire le contraire, car ces agressions au couteau ne consistent pas simplement à couper le bouton d'une veste de quelqu'un qu'on agresse. Non, c'est plutôt effectivement lui trancher un petit membre et peut-être la gorge. Donc ton explication est particulièrement malheureuse. Comment un avocat peut-il maîtriser si mal son discours? Donc, en conclusion, cher ministre Dupond-Moretti, ex-avocat qui a dû manifestement pratiquer le mensonge dans sa vie, je te demande s'il te plaît de nous dire maintenant la vérité. Si tu as du mal à trouver des chiffres, ce que je peux parfaitement comprendre, tu téléphones à TV Liberté, nous te donnerons tous les éléments chiffrés possibles et imaginables qui sont les vrais chiffres et non pas des chiffres fantasmés ou inventés. Je te dis donc, cher ministre, à très bientôt chez TV Liberté. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Dans les routes de l'invasion migratoire qui se fait entre l'Afrique ou le Moyen-Orient et l'Europe, la petite île italienne de Lampedusa joue un rôle important. Des centaines de milliers de clandestins sont passés par cette île avant de rejoindre le continent européen. Or aujourd'hui, les habitants de Lampedusa, petite île de 6000 habitants, se révoltent, n'en peuvent plus, ne supportent plus ces flots migratoires qui manifestement sont en train de détruire l'île ou en tout cas de l'abîmer sérieusement. Il y a donc une révolte des habitants de Lampedusa. En 2014, je suis allé à Lampedusa car je voulais voir exactement ce qui s'y passait et je n'ai pas été déçu. Lampedusa est donc une sorte de plateforme, une petite île. Tout est fait pour accueillir les clandestins, venant d'Afrique notamment. Vedettes rapides, bateaux de guerre, navires hôpital, associations s'occupant d'accueillir sur l'île les clandestins, camps d'accueil à l'intérieur de l'île pour accueillir les clandestins, puis cargo ou paquebot pour transporter ensuite les clandestins sur le continent européen, sur les côtes en général, à la hauteur de Rome, sur les côtes italiennes. Ce qui est très frappant, c'est que l'île est absolument couverte de radars et j'ai pu constater que l'île n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait effectivement des bateaux qui partent de l'Afrique, ils sont immédiatement repérés sur les radars et l'île se met immédiatement en branle pour aller accueillir ces clandestins. Le navire hôpital s'en va accompagné des vedettes rapides, le bateau ou les bateaux sont accostés, les clandestins sont intégrés sur les bateaux italiens.
Tout ce petit monde revient sur l'île de Lampedusa, passe par le camp de transit et 2 ou 3 jours après, les clandestins sont donc effectivement transportés sur la côte italienne. Quand on est sur place et que l'on examine attentivement les choses, l'on s'aperçoit que, en termes d'accueil, tout est fait de façon extraordinairement professionnelle. C'est un accueil à 100% et dès que les bateaux quittent la terre africaine, ils sont immédiatement pris en charge par Lampedusa. En revanche, en termes de dissuasion, strictement rien n'est fait. Il n'y a pas la moindre dissuasion mise en œuvre, même si Frontex dit le contraire. Il suffit d'aller sur place pour se rendre compte qu'à nouveau, l'Europe, évidemment, ment complètement et laisse absolument libre l'invasion migratoire venant des côtes africaines. Il est donc tout à fait logique, dans ces conditions, que la petite île de Lampedusa, aujourd'hui, se révolte. Mais ce qui est sûr, c'est que Lampedusa subit cette invasion migratoire depuis des années, le subit actuellement et se révolte, mais cela ne servira à rien, car Lampedusa restera une base avancée aidant à l'invasion migratoire qui se développe actuellement à vive allure. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.